Dans cet épisode du balado compte complet. C'est un net désavantage pour ces deux équipes-là de se retrouver là, à jouer dès le mardi en série. On comprend pourquoi on l'a joué, là, puis il fallait jouer ces deux matchs-là, mais dans un contexte qui, disons-le, quand ça a commencé, Marc, les chances que ce programme double-là soit partagé étaient énormes, compte tenu de l'importance, du manque d'importance de l'équipe qui était pour gagner le premier match. Au jeu! Deuxième prise, compte complet. Le balado compte complet est présenté par Plan de match à Boucherville, votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeur intérieur et lance-balles. Fier partenaire de votre passion. Voici vos animateurs, Alain Usereau et Mark Griffin. Bienvenue à compte complet, notre balado qu'on vous présente dans le monde du baseball, dans un contexte un peu différent. Ça s'explique, on est en pleine série éliminatoire. Merci de nous suivre. Vous qui nous regardez en ce début de semaine, généralement lundi, mais ça va changer évidemment tout le long des séries, dépendant quand les séries vont prendre fin, évidemment. Donc, pour aider nos analyses et nos prédictions, évidemment, on va suivre l'horaire de ce qui se passe dans le baseball majeur. Saison régulière terminée, Marc, on va commencer par parler des séries, oui. Et on va commencer par la Ligue américaine. Il y a deux équipes surprises qui ont réussi à se classer. On va commencer par se donner une bonne tape dans le dos tous les deux. Parce que tu avais prévu que Détroit était pour avoir une bonne... Ils ont joué pour presque 500 l'année passée. Faut pas l'oublier. Oui. Kansas City, ça c'était mon cadeau, mais je m'excuse Marc, jamais j'aurais pensé que Kansas City se serait rendu en séries éliminatoires. Mais je pense qu'il faut réaliser, c'est que lorsqu'on joue dans la centrale, que ce soit nationale ou américaine, tu as l'impression qu'on peut causer une surprise. Oui. Parce que, bon, inévitablement, il n'y a pas de Yankees, il n'y a pas de Dodgers, bon, tu comprends? Oui. Mais c'est le fun de voir ces équipes-là. C'est le fun de voir un Bobby Witt Jr., c'est le fun de voir un Carpenter qui a bien fait, ou un Riley Green avec les Tigers de Détroit, un Tarek Skubal qui a connu une saison... je veux dire, on parle de triple couronne comme frappeur, mais je m'excuse, mais Skubal qui a été dominant comme lanceur dans la Ligue américaine. Donc, et là, ben, tu rentres dans les fameux 2-3, Alain. C'est là que ça devient intéressant. Mais des équipes comme ça, qui ont causé une surprise en saison, je les trouve dangereuses, moi, pour lorsqu'on amorce les séries. Bon, on va commencer une par une. Kansas City-Baltimore. Là, Kansas City, on connaît leurs forces. Les lanceurs partants. Et il n'y a pas longtemps, on regardait bon, cette attaque, disons-le, qui a pâti un peu en l'absence de Pasquantino. Là, ça fait très, très mal. Et ce qu'on se dit, il y a une belle acquisition. Moi, j'aime beaucoup ce que Urseg est venu apporter à cette équipe-là. Le pont entre lui et les partants. C'est peut-être là que ça va se décider dans la série contre les Orioles de Baltimore, Marc. Bon, Baltimore qui n'a pas eu une très bonne fin de saison. On a bien frappé face à une équipe, disons-le, dont le moral était à terre, là, les Twins du Minnesota. Donc, je ne sais pas, moi, je pense que Kansas City va juste manquer d'attaque pour tenir tête à Baltimore. Oui, eh bien, écoute, c'est sûr que pour qu'il y ait une moindre chance des Royals de l'emporter, il faut frapper, il y a un minimum. Est-ce que Pasquantino, qui a, je l'ai vu frapper quelques fois les exercices au bâton récemment, est-ce qu'il est rétabli ou non? Ça serait fait une grande différence dans le rôle offensif. Mais je regarde la saison de Bobby Witt Jr., je me dis un 2-3. Je reviens encore à ça, mais tu sais, Reagan, ce qui lance le premier match, c'est genre, bon, tu vas me dire que c'est contre Corbin, mais ça reste qu'il y a quand même une possibilité. Des matchs serrés, les Royals en ont joué un puis un autre en cours de la saison. Donc, tu sais, moi, j'avais pris les Orioles en début de saison. Alain, lorsqu'on s'était parlé au mois de mars, une prédiction, là, je voyais les Braves, je voyais les Orioles, tu sais, dans la série mondiale. Là, je suis un peu moins sûr. Pas que les Orioles n'ont pas une bonne équipe, mais ils sont encore un petit peu à plat. Ils n'ont pas retrouvé leur rythme comme on pensait qu'ils pouvaient l'être. Tu sais, ils ont quand même remporté un certain nombre de matchs, là, mais... j'ai tendance à aller vers les Royals, moi, dans cette série-là. Écoute, s'ils perdent le premier match, ça peut être dangereux. Burns, c'est expressément pour ça qu'on l'a embauché. Bon, Grayson Rodriguez ne sera pas là. Ça fait mal. Kramer, probablement, et Eflin vont lancer 2 et 3 si on se rend jusqu'au 3e match. La force des Royals réside dans leur lanceur partant. Ça, c'est clair.
c'est peut-être là où les Orioles sont plus vulnérables. Ben, c'est ça. Alors, tu sais, tu commences Paul Burns gagne le premier match. Ben oui, et parce que tu t'affrontes Reagan. Ça sera pas facile, là. Ouais, c'est un bon Et là, t'as Lugo dans le deuxième pour les Royals. Je regarde Lugo dans les matchs importants que les Royals avaient besoin de gagner. Il a toujours été à la hauteur, comme une saison remarquable. Une série 3-5 qui s'étire un peu, j'aurais tendance à aller, tu sais, parce que le baseball, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Mais là, on demande un sprint avec une série de 2-3. C'est pour ça que il va y avoir une surprise, Alain. Et la surprise, c'est peut-être dans cette série-là, quoique dans l'autre série, c'est un Scobo qui lance le premier match contre les Astros. Tu comprends? C'est pas facile, je trouve, de déterminer un gagnant réel. Là. Bon, on a analysé un petit peu Kansas City, cette première série-là. Maintenant, Détroit, Houston. Bon, Détroit, chapeau à l'organisation des Tigers. Bon, AJ Hinch par la bande, de la façon dont on a géré notre personnel de lanceur, Marc, au cours du mois de septembre. C'est hallucinant ce qu'ils ont réalisé. Là aussi, Skubal, si on avait affronté les Orioles, Marc, les Orioles auraient été dans le trouble. Contre les Astros de Houston, c'est autre chose. Alvarez est en forme. Tucker est revenu aussi bon que jamais au mois de septembre. Bon, est-ce que ce sont les derniers moments de Bregman? Voudra partir avec quelque chose de positif. Je pense que les Astros, en fait, je l'ai choisi pour se rendre presque jusqu'au bout, là, mais au moins jusqu'en finale de la Ligue américaine. Mais les Astros sont en voiture. Pour le côté de Détroit, on va manquer d'attaque. C'est un petit peu la même chose que Kansas City, d'après moi. Oui, ben écoute, c'est sûr que Scubo peut déranger, parce qu'il peut gagner un match à lui seul. Ça peut se faire même contre une attaque comme les Astros. Bon, mais là, Valdez qui lance le premier match, ben, ça sera pas facile pour les frappeurs. Tu sais, puis tu regardes les bons frappeurs des Tigers, Green, Carpenter, de quel côté ils frappent? De la gauche. Non, contre Valdez. Contre Valdez, ouais. Fait que contre Valdez. Fait que si on réussit pas à gagner avec Scubo dans le premier match, j'ai plus tendance à aller avec... On a fini fort du côté des Astros. On savait où on s'en allait. Tu sais, cette expérience-là. Ça enlève rien aux Tigers, mais je dis pas que j'hésite, mais c'est pas une série gagnée d'avance pour les Astros. Je pense que les Astros vont l'emporter, Alain, mais ça sera pas une affaire si facile. Ça sera pas, OK, c'est un automatisme. Ça va être Baltimore contre Houston. Ça risque d'être peut-être ça, mais je pense qu'il va y avoir une série qui va causer une surprise. Est-ce que ça va être les Royals? Est-ce que ça va être les Tigers? Il y en a une des deux, quelque part, j'ai l'impression qu'il va l'emporter. Il faut se mouiller, Marc, à un moment donné, puis c'est le moment de... Ben, écoute, moi, je vais y aller avec Kansas City, même si j'ai pris Baltimore en début de saison. Je vais aller avec Kansas City et Houston, moi, dans cette série-là. Oui, écoute, si Détroit avait affronté Baltimore, j'aurais pris les Tigers, mais malheureusement, on va se frotter à plus fort avec les Astros de Houston. Puis du côté de... Bon, écoute, Baltimore-Houston, je pense, vont passer au tour suivant. Il y a trop de talent du côté de Baltimore. Il y a des joueurs importants qui sont revenus en fin de saison pour les Orioles. Je pense que ça va aider. Mais il y a un danger réel. Les Tigers me font peur. Plus que les Royals de Kansas City en raison du fait que Skubal est capable d'aller chercher cette victoire. Puis la gérance du personnel de lanceur de Beau Brisky a été... C'est peut-être la carte cachée, moi, je pense, du côté des Tigers de Détroit. Il y a de l'étoffe. C'est pour ça, Alain, que on n'est pas les. Je pense pas qu'on est ici en train de dire que ça va être, ça va être facile pour peu importe l'équipe. Il y a de l'adversité là-dedans qu'il faut aller chercher. Cette année, écoute, aucune équipe a gagné 100 matchs dans le baseball majeur. Je trouve que cette année, pour des prédictions, c'est pas nécessairement évident. Il pourrait y avoir un paquet de changements dans tout ça. C'est la question de la semaine qui est présentée par Sylvain Rotovitz. C'est votre détaillant pour les pneus de voiture et les camions classiques et antiques. On vous invite à consulter le site internet de www.sylvain.ca. La question, elle est fort simple. Laquelle des deux équipes de la Ligue américaine et même des deux de la nationale, on y reviendra dans quelques instants, est la plus susceptible de causer des surprises? On parle des équipes, évidemment, qui vont jouer à l'étranger, parce que c'est des 2-3, mais les 3 matchs vont se jouer dans les équipes qui sont mieux classées. Donc, parmi les autres, est-ce qu'il y en a laquelle est la plus susceptible de causer une surprise? On reviendra dans cette question-là peut-être un peu plus tard, parce qu'on va passer à la Ligue nationale dans quelques instants. Alain, je rappelle à nos auditeurs et ceux qui nous regardent sur YouTube, notre commanditaire principal qu'on remercie, Plan de Match, boutique de baseball à Boucherville, cage de frappeurs, cours privé, tout ce que vous avez besoin pour le baseball. Allez sur
leur site internet également, pour la boutique en ligne. Alors, plan de match, on les remercie. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir comment nous retrouver, comment nous écouter, ben allez simplement sur notre site internet www.comptecomplet.com. Ligue nationale, Marc, avant de parler des séries comme tel, il faut parler du programme double de lundi, là, où on a assisté à un match absolument extraordinaire. Le premier match entre les Mets de New York et les Braves d'Atlanta. Les Mets qui ont réussi à se qualifier en remportant ce premier match. Les Braves sont revenus pour le deuxième. Mais tout un match de baseball, Marc, s'est soldé dans les 2 dernières manches. Et quoi, Francisco Lindor qui a joué les héros et il a solidifié en fait sa candidature comme joueur par excellence. Ce ne sera pas lui, mais c'est toute une saison quand même pour Lindor. Ben, écoute, moi je trouve, premièrement, honnêtement, là, c'est un des beaux matchs de balle qu'on a fait depuis fort longtemps, en raison de la signification, et en raison des revirements qu'on a vus. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Écoute, une poussée de 6 points des Mets, les Braves qui répliquent, Lindor qui frappe ce fameux coup sûr. Écoute, c'est vrai que, Shohei Ohtani connaît une saison tout à fait remarquable, mais Lindor encore prouvé au match 161 que c'est lui qui est vraiment le joueur clé du côté des Mets de New York. Par contre, Alain, il va y avoir des séquelles de ce double, de ce programme double de lundi pour les deux équipes. Les deux équipes qui se sont classées, évidemment, les Mets et les Braves. Les Braves qui doivent voyager jusqu'en Californie, les Mets qui doivent retourner à Milwaukee. On commence dès mardi cette série-là. Ça sera pas facile. Les séquelles de fatigue, l'utilisation de nos meilleurs releveurs aussi, ce qui vont vraiment être disponibles lors du premier match. Alors, ce sera pas facile. Mais on est à bord, on est en série, et ça, c'était le premier défi là, pour ces deux équipes-là. Bon, on va commencer par l'équipe qui a gagné le titre et qui se retrouve là-dedans, les Brewers de Milwaukee, l'équipe surprise, disons-le, cette saison. Sans Brandon Woodruff cette année, sans Corbin Burns qu'on a échangé. On a trouvé le moyen de gagner. Et sans Christian Yelich pendant les dernières semaines de la saison, qui était leur meilleur joueur, on a réussi à en faire assez. Tobias Myers a été absolument superbe au monticule avec les Brewers. On a acquis quelques bras pour donner des manches. Et Devin Williams qui est venu donner une profondeur là, extraordinaire à ce personnel de lanceurs. Donc, chapeau à Pat Murphy, qui a remplacé de façon brillante Craig Counsell. Qui, lui, est en train d'analyser son équipe l'année prochaine. Bon. Mais chapeau, puis je vais te dire, Alain, on n'a pas donné beaucoup de crédit aux Brewers. Moi, je me rappelle, première tranche du calendrier, on s'est dit, ça va bien, mais ça va revenir. Mais c'est jamais revenu. Là, au match des étoiles, on disait, ça va ralentir à un moment donné. Ça n'a pas ralenti, Alain. Je regarde la fin de saison des Brewers. Je regarde le fait que les Mets doivent retourner. J'adore Francisco Lindor. J'adore qu'est-ce qu'il a fait. J'ai peur que dans une série 2-3, Alain, qu'on manque de souffle un peu du côté des Mets. Écoute, je pense que tu l'as dit, les deux personnels de lanceurs arrivent là-bas. On va arriver tard, première des choses. Hypothéqués dans le personnel de lanceurs. Je ne sais pas comment on va faire pour gagner des matchs. Même, ça pourrait être très court, je pense, dans un cas comme dans l'autre. Du côté des... Il y a peut-être les Mets de New York, puis ça va être la même recette pour les Braves. Il va falloir que les lanceurs partants aillent loin. Pas compliqué, là, dans le premier match particulièrement, là, Iglesias qui a lancé beaucoup de matchs. Dans les 2 matchs, en fait, les lanceurs d'importance. Ça n'a pas été le cas pour les Mets, sauf que Diaz a lancé beaucoup dans le premier match. Donc, il y a un gros défi. Ça va passer par les lanceurs partants qui vont loin. Je pense, en tout cas, dans le cas des Mets et des Braves. Écoute, il va falloir un minimum à l'attaque. J'aime pas ce que je vois. Pardon, j'aime pas ce que je vois d'Alonso. C'est pas l'Alonso qu'on connaît, mais ça peut débloquer aussi. Bon. Mais moi, c'est pas parce qu'on entre en série, Alain, que tout est à recommencer. Puis, tu comprends? J'aime une équipe qui arrive, qui a gagné des matchs importants, qui a mérité sa place, comme un peu les Tigers. Ça peut les aider peut-être à causer une surprise. Mais, moi, encore une fois, j'ai l'impression que la fatigue, combinée au fait que il y a des frappeurs qu'il faut qu'ils en donnent un petit peu plus, je donnerais l'avantage aux Brewers à ce moment-là. Contre les Mets de New York. Donc, une occasion d'avoir des Chourio un peu plus loin, des Contreras, les deux ont connu toute une saison. Willy Adamez, Lareco, Chourio, on a parlé beaucoup de Jackson Merrill comme recruté dans la nationale. Je m'excuse, mais Chourio a été extraordinaire du côté des Brewers de Milwaukee. Puis tu sais, on l'a fait toute l'année, Alain. Ça n'a même pas été en dents de scie, la saison des Brewers. On a été
c'était une belle constance tout au cours de la saison. J'ai l'impression que ça peut se poursuivre. Dans une série 3 de 5, par la suite, peut-être que notre façon de voir les choses va être différente. En tout cas, ma façon de voir les choses va être différente. Mais pour l'instant, je pense que le calendrier, le baseball va avoir appris aussi de ça, ce fameux programme double du lundi. C'est un net désavantage pour ces deux équipes-là de se retrouver là, à jouer dès le mardi en série. On comprend pourquoi on l'a joué, là, puis il fallait jouer ces deux matchs-là, mais dans un contexte qui est, disons-le, quand ça a commencé, Marc, les chances que ce programme double-là soit partagé étaient énormes, compte tenu de l'importance ou du manque d'importance de l'équipe qui était pour gagner le premier match. Là. On le savait, ça. Et on l'a bien vu, de toute façon, l'effort de certains dans le deuxième match. Du côté des Mets, là. Pas extraordinaire. Non, ben, tu sais, on avait gagné le match émotif. Ben oui. Là, il fallait juste passer à travers ce deuxième match-là. Oui. Écoute, Atlanta, ça va être encore plus compliqué. Le voyage est plus long. Puis, là, on va faire affaire à peut-être la meilleure équipe de la Ligue nationale présentement, les Padres de San Diego. Là, le défi est double de la part des Braves d'Atlanta. Oui, absolument. Moi, je ne vois pas comment les Braves, la façon dont ils jouent, vont passer à travers les Padres. Encore une fois, c'est un 2-2-3, ça peut jouer mais je vois pas. Là, je pense que cette année, les Padres sont en mission. Je ne vous dis pas qu'ils s'en vont directement au championnat de la Ligue nationale, mais là, ça va être une première étape que je pense qu'on va franchir avec assez d'aisance. On est en santé chez les Padres, on va bien, plusieurs aspects. Il n'y a pas eu, tu sais, on parle souvent des Mets de New York avec des petits scandales ici et là, mais c'est arrivé aussi avec les Padres au cours des dernières années. Ça va avec l'épaisseur du portefeuille souvent. Bon, c'est peut-être effectivement le cas, mais ça reste que là, j'ai l'impression qu'on est, tu sais, on est plus stable. Et il faut donner crédit à, encore une fois, c'est un nouveau personnel d'entraîneur qui est là, mais tu sais, il faut savoir contrôler les matchs à dos, puis les tatistes, qui ont des personnalités fortes, puis que... Mais là, j'ai l'impression, avec Luis Arraez comme premier frappeur, on a quelque chose, on a une belle recette là, du côté des Padres. Je vois pas comment les Braves, surtout si Chris Sale ne peut pas lancer dans cette série-là, parce que Chris Sale devait lancer, on pensait dans ce fameux programme double de lundi, surtout en perdant le premier match. Là, on apprend qu'il y a des raideurs au dos. S'il y a des raideurs au dos, il ne peut pas lancer dans le match le plus important de la saison régulière. Je ne vois pas comment il va lancer le lendemain, en fait, contre les Padres. Sait-on jamais, mais si jamais il n'est pas disponible, ça sera pas facile pour les Braves là, contre les Padres. Oui, puis San Diego, leur personnel de partant, je pense, est très mésestimé. Michael King a été excellent dans la deuxième moitié de saison. Dylan Cease qui a repris un petit peu ses repères après les avoir perdus un brin. Joe Musgrove, écoute, c'est une valeur sûre. Et là, Yu Darvish est revenu, peut-être pas au sommet de sa forme. Randy Vasquez, qu'on a rentré en fin de saison, a réussi toute une performance à son dernier match, qui comptait d'ailleurs. Donc, moi, je pense que les Padres sont en voiture. Et dans la nationale, personnellement, Marc, je vais y aller avec mes prédictions déjà. Je vois pas de surprise. Et je ne sais pas si on va se rendre à 3 matchs dans l'un ou l'autre des deux cas. Là. San Diego va passer. De même que les Brewers de Milwaukee. Ben, écoute, on ne s'obstinera pas longtemps là-dessus. Moi, j'ai les mêmes choix. Puis, encore une fois, les séquelles du programme double vont paraître dans ce 2-2-3. C'est dommage, mais je pense que ça va être ainsi. Ça reste que les 2-2-3, Alain, on se répète un peu, mais au baseball, ça peut être très fragile. Tu échappes le premier match, mais l'avantage du terrain aussi peut être considéré quand même intéressant. Je veux t'entendre un petit mot, Marc, sur le départ des A's Oakland qui t'a touché, parce que ça a touché bien du monde pour plusieurs raisons. Évidemment, c'est une situation qui ressemble à ce que tu as vécu à Montréal. Qui plus est, on célèbre, entre guillemets, le 20e anniversaire du dernier match à Montréal et tout ça. C'est triste un peu ce qui est arrivé à Oakland. Il y a plusieurs facteurs qui ont contribué au fait que les A's sont partis. Il y en a une qui est démographique. Il ne faut pas quand même pas le renier. Là, il y a plusieurs équipes qui ont quitté Oakland au fil des années. Est-ce que la baie de San Francisco est capable de gérer deux équipes majeures, peu importe le sport? Donc, il y a ça qui est en ligne de compte. Mais toujours est-il, il y a une grosse partie de l'histoire du baseball des 50 dernières années qui vient de quitter les A's. 57 ans au Coliseum, là, les A's, là, les belles années de Vida Blue et compagnie, Rolling Fingers, on peut en nommer plusieurs évidemment, jusqu'aux belles années, les Bash Brothers, fin des années 80, début des années 90. Une franchise qui a marqué la façon même dont on s'habillait, hein, des couleurs différentes, des premiers avec des crampons, celui à crampons blancs, c'était différent. Beaucoup d'amateurs de A's d'Oakland qui sont ailleurs qu'à Oakland, mais c'est triste parce que
effectivement, ça rappelle de très mauvais souvenirs. Ouais. Souvenirs du départ des Expos, alors que... parce que des partisans, il y en avait, là, des partisans. Les partisans voulaient garder leur équipe. Ouais. Le lien que je peux faire, Alain, je sens être trop méchant, là, mais tu sais, c'est un propriétaire qui ne voulait pas rester. Puis c'est la même chose à Montréal. On n'avait pas un propriétaire assez solide à l'époque qui pouvait dire, regarde, on reste ici, on va travailler avec la ville, on va travailler avec la province, on va travailler avec la population, on va faire des choses de fun ensemble. Tu sais, cette espèce de propriétaire rassembleur, on ne l'avait pas à Montréal, on ne l'avait pas avec les A's d'Oakland. Puis c'est qui écope? Ben, ce sont les partisans. Puis, tu sais, encore aujourd'hui, les Expos font parler d'eux. Leur logo est partout. C'est un logo qui est très, très, très populaire. Parle à n'importe qui. Tu sais, on est chanceux, on va voyager en série mondiale. Et chaque fois qu'on va en série mondiale, tout le monde nous parle évidemment de leur aventure avec les Expos. C'est juste dommage. Des franchises comme ça, Alain, ça ne devrait jamais quitter. Une fois que tu l'as, il y a 30 villes qui peuvent se vanter d'avoir une franchise. Partout, évidemment, en Amérique, il faut s'organiser pour la garder. C'est très dommage. Est-ce que ça va faire en sorte, Alain, que finalement le dossier d'expansion va prendre un petit peu plus d'importance? De toute façon, on regarde, ça fait 8 ans qu'on en parle, puis on tourne encore en rond. On voulait régler 2 dossiers, puis ils sont pas, c'est pas encore réglé celui d'Oakland, comme on l'a mentionné plus tôt. À Vegas, on n'a pas de terrain, on n'a pas de stade encore. C'est pas rien de signé encore. Il n'y a rien de fait encore à Oakland. En fait, s'il y avait une logique, c'est pas à Vegas qu'on s'en irait, c'est à San Jose. Mais ça, c'est une autre histoire. Pourquoi je vais parler des Aces? Ça nous mène à la carte de la semaine, qui est une présentation de cartedepot.ca. C'est votre détaillant de cartes sportives et non sportives. Il y a plus de 14 000 articles en vente sur eBay. Marc, la carte, on va célébrer les Aces. Reggie Jackson. Reggie Jackson, en 1972, regarde, il a été le meilleur joueur de cette concession-là, de ces années-là, 72 à 74. 3 séries mondiales consécutives. Il y en a une qui a manqué parce qu'il était blessé. L'année suivante, pas grave, je vais me reprendre. Joueur le plus utile à son équipe pendant la série mondiale. Première de 2, l'autre c'est en 77. Reggie, écoute, il y avait un ego. Ça, je pense qu'on apprendra ça à personne. Ses coéquipiers disaient qu'il était très généreux avec ses coéquipiers également. Catfish Hunter disait, s'il y a quelqu'un qui a besoin de lui, c'est sûr qu'il va être là pour vous, mais il va le dire à tout le monde. C'était un peu Reggie Jackson. Moi, mon souvenir de ces Aces-là, et étonnant, Marc, là c'est très personnel. Le premier souvenir d'une image de baseball que j'ai, c'était l'attrapé de Joe Rudy, que tu as déjà vu probablement. Écoute, en sautant sur une toiture qui était immensément haute et qui avait capté la balle, un catch absolument spectaculaire. C'est la première image la plus vieille de baseball que j'ai en mémoire. Tu comprends? C'est en 72, donc j'avais 9 ans à ce moment-là. Et par la suite, tu comprends que le baseball a pris de plus en plus de place dans la vie. Toi, je ne sais pas, les Aces, il y a une personne que tu pourrais identifier à l'histoire des Aces. Attends un petit peu, c'est pas une personne. C'est que moi, lorsque j'ai commencé à jouer au baseball dans la région de Québec, à Sainte-Foy, écoute, puis là, je suis jeune, là, j'ai peut-être 7-8 ans, là. Et là, on nous remet nos uniformes, Alain. Les uniformes, c'est quelle couleur? Pas les Aces. Quelle couleur? Et on s'appelait les Aces, les As de Sainte-Ursule. Alors moi, j'ai les As. C'est quoi ça, les As? C'est évidemment, il n'y a pas Internet à l'époque, mais j'ai des frères, on fait une recherche. Les Aces d'Oakland, on les appelait les As, mais les Aces d'Oakland. Et là, le lien est automatique avec, tu comprends, parce que je portais les uniformes là, de jaune et vert, en tout cas. Et par la suite, puis moi, le fameux Coliseum, tu sais, on a beau, on a beau critiquer tout ça parce qu'elle a venu des nouveaux stades. Mais ça reste un endroit qui est quand même unique au baseball. Il y avait une personnalité. Il y avait une personnalité. C'était pas parfait, mais il y avait une personnalité. Tu t'en allais à Oakland, tu t'en vas dans un endroit, là, je sais pas si on peut faire les comparatifs, mais l'ancien Boston Garden au hockey. Tu vois, il y avait une signature, ce stade-là. Et là, avec les Reggie qui donnaient une personnalité encore plus à l'organisation. L'organisation qui a fait évidemment les manchettes par la suite avec les Bash Brothers, le fameux film Moneyball évidemment sur les Aces. Donc, c'est ça, on tourne la page sur quelque chose de très riche dans l'histoire. Absolument. Donc, Reggie Jackson, les As de Sainte-Ursule. C'est ça le lien. On va résumer ça, les Aces. Il y a quelques nouvelles qui ont marqué le monde du baseball au cours des dernières heures, même en début de semaine, Marc. On va commencer, tu vas se supposer qu'il est de retour dans le monde du baseball. Moi, ça m'étonne. C'est quelqu'un qui a pris sa retraite presque de façon prématurée.
faut dire qu'on ne sait pas dans quel état il est. Il était receveur pendant longtemps. Oui. Receveur, ça taxe son homme. Et là, de retour, c'est pas dans une position de conseiller spécial ou quoi que ce soit. Il est en position de prendre des décisions avec les Giants de San Francisco. Il devient le président des opérations baseball. Alors, il est la personne sur qui on va compter pour bâtir probablement un personnel à l'interne et par la suite, prendre les commandes de l'équipe. C'est carrément ça. C'est une bonne tête de baseball. Partout, évidemment, un receveur. Il y en a plusieurs des anciens receveurs qui deviennent soit des gérants ou même des dirigeants du baseball. Il est quand même près de l'organisation depuis sa retraite, Alain. C'est clair qu'à un moment donné, en jasant avec, peut-être qu'on a testé des choses qu'on ne connaît pas, là, mais clairement, on voulait tourner la page. Le communiqué de la direction, évidemment, des Giants, on aurait pu faire un copier-coller de tout ce qui se passe ailleurs, là, mais on était déçus, on est content de ce que l'ancienne direction a fait, mais on veut quand même apporter un changement pour, si tu veux, rehausser un peu la franchise. Et qui de mieux que Buster Posey pour représenter l'organisation. Ouais. Maintenant, est-ce qu'il va s'entourer? Est-ce que lui, comment je dirais bien ça? Parce que souvent, c'est pas une marionnette. Je pense pas que c'est une marionnette. C'est pas un gros nom. Je pense que Buster Posey. Mais on va quand même s'entourer d'une équipe autour de lui et prendre des décisions baseball. D'homme fort, là. Oui, absolument. Puis c'est la mode maintenant. Hein? Ce sont vraiment des équipes. Avant, t'avais un DG, puis t'avais un assistant DG, puis c'était à peu près ça. Là. Il était deux dans un bureau, puis il prenait le tableau, puis il faisait... Là, c'est vraiment une équipe, c'est tout le monde ensemble, puis j'imagine que c'est la même manière que les Giants veulent travailler. Pas surpris qu'il y ait un changement, un petit peu surpris que ce soit Buster Posey, mais en même temps, le passé des receveurs... me laisse croire que c'est toute une tête de baseball et que ça va... Je m'étais trompé quand il a pris sa retraite. Moi, je pensais qu'il était pour s'éloigner, puis il a pris peut-être du recul un peu. On remarque sa réputation à San Francisco s'entache, visiblement. Là, puis il y a probablement quelques personnes dans l'entourage des Giants qui ont travaillé avec lui, qui ont dit, regarde, c'est une bonne tête de baseball. Puis, tout ça mis ensemble fait du sens. On sait à qui on a affaire là, en embauchant Buster Posey. Saint-Louis, des changements extrêmement importants, là, changement de direction, changement de philosophie aussi probablement. Donc John Mozeliak, il a fait du bon travail dans l'ensemble, je pense, dans l'histoire. On avait probablement besoin d'un changement d'air, peut-être même pour lui. Et là, Shane Bloom qui revient avec les Red Sox de Boston. Je pense qu'avec Boston, malheureusement, ce qui est arrivé, c'est qu'on a changé de philosophie en cours de route trop souvent chez les Red Sox de Boston. C'est difficilement soutenable, ça, pour quelqu'un qui veut faire du baseball. Et quand je dis de philosophie, évidemment, c'est au-dessus de sa tête. Donc, Bloom, l'ancien des Red Sox, devient l'homme de baseball avec les Cards de Saint-Louis. Écoute, il y a plusieurs jeunes qui ont gradué, des joueurs de position principalement, au cours des dernières années. Ça n'a pas levé autant qu'on aurait voulu. Là, il y a de l'ouvrage à faire parce qu'on faisait, lors du dernier match, Marc, on faisait des blagues. Le personnel de lanceur, il va falloir s'y arrêter et de façon sérieuse. En tout cas, il y a beaucoup de choses à lire dans tout ça. Oui, c'est une page qui se tourne, effectivement. Je pense que oui. La saison dernière a fait mal, Alain. C'était une saison où on pensait que les Cards allaient remporter à nouveau le titre de la division. Puis écoute, on a-tu gagné 70 matchs l'année passée? On était dernier l'année passée. Alors que là, cette année, ça a été un peu mieux, mais pas... Puis, tu sais... On aurait pu leur dire qu'en début de saison, le personnel de lanceur, ça allait pas fonctionner lorsque c'était vieillissant de la sorte. Puis Goldschmidt, puis Arenado, qui sont tes deux piliers aussi, prenaient de l'âge. Est-ce qu'on pouvait vraiment leur demander des saisons de 35 circuits sans quelques points produits? Non. Parfois, alors, parce qu'on a, ce que j'ai aimé des Cards au cours de, on va dire, des 20 dernières années, c'est cette stabilité. On n'était jamais en reconstruction, on avait toujours l'impression qu'on développait suffisamment, qu'on allait toujours chercher juste la pièce manquante. On n'allait pas chercher 4-5 joueurs, puis là, finalement, on en rappelait un. C'était l'inverse. On allait chercher 5-6 joueurs de notre organisation, de notre réseau de filiales, puis là, on allait aller chercher un Carlos Beltran, par exemple, pour venir appuyer tout ça. On a comme dévié de ça un peu au cours des... avec la... peu importe, les résultats étaient moins là. Alors, Shane Bloom, qui aura une autre occasion, parce qu'il était parti des Rays pour aller avec les Red Sox, et là, les Red Sox aux Cards de Saint-Louis, il aura donc l'occasion
en tout cas, j'imagine, parce qu'il a signé un contrat à long terme, c'est au moins 5 ans, là, c'est souvent le temps qu'on donne. Alors, on verra ce que Chamberlain peut faire, mais certainement des changements à venir là, du côté des Cards de Saint-Louis. Oui, effectivement. Là, Goldschmidt, là, je pense, c'est pas juste Mozeliak, là, mais on ne s'attend pas à ce que Paul Goldschmidt soit de retour. On va avoir des changements importants du côté des Cards. Ceci étant dit, on a encore un réseau de filiales qui est quand même pas pire là, du côté de Saint-Louis, mais tu sais, Alain, on en a déjà parlé, mais beaucoup d'anciens Cards connaissent du succès au point où les Cards se sont questionnés à savoir, coudonc, est-ce que c'est nous qui évaluons mal nos propres joueurs? Et ça aussi, ça a peut-être fait en sorte qu'on dirait un instant, on repêche bien, on développe bien, mais peut-être qu'à un moment donné, il y avait un petit blocage quelque part à l'organisation. C'est sûr que c'est Lane Thomas et Rosarena qu'on a donné pour rien. Avait été au champ extérieur cette année, ça peut-être qu'on aurait eu un peu plus de succès. Bon. Marc, les White Sox de Chicago, on va parler un peu de la situation là-bas. Moi, je vais t'entendre là-dessus. Un communiqué du propriétaire pour expliquer un peu vers où on s'en va, parce que là, on a admis que c'était absolument épouvantable, inacceptable. Bref, tous les qualificatifs de mise ont été utilisés par le propriétaire de l'équipe. Bon, par rapport à ce que Reinsdorf a dit, je sais que tu n'es pas son plus grand fan, pour toutes sortes de raisons qui sont valides d'ailleurs. Ça m'aide probablement un peu trop de ce qui se passe dans son équipe. Mais bon, le communiqué faisant en sorte qu'on veut revoir de fond en comble la façon dont on fonctionne. Tu sais, Alain, moi j'ai compris que en fait, ça prouve ce que j'ai toujours pensé, c'est que lui ne prend pas les bonnes décisions au baseball. Engage une personne aux opérations baseball. Un Buster Posey, par exemple. On a eu Kenny Williams pendant longtemps, mais quel pouvoir avait-il? Bon, voilà. Voilà. Parce que, tu sais, Alain, tu le sais, ma philosophie, ça joue comme c'est mené. Alors, quand c'est mené tout croche en haut, et je dis tout croche parce que lorsqu'un propriétaire se mêle trop de ce qui se passe, ben là, le président des opérations baseball ou le directeur général, il a les mains liées. C'est qui a embauché Tony La Russa, là? Tu sais, Alain, il faudrait reprendre les propos qu'on a eus lorsque on a appris que Tony La Russa avait été embauché. Moi, j'avais trouvé ça épouvantable. Je me l'avais dit dès le départ, c'est pas bon, c'est pas... Les jeunes joueurs, ça ne collera pas à la philosophie de Tony La Russa. Il a connu une brillante carrière, je n'enlève pas du tout. Mais là, on était passé à autre chose avec des athlètes modernes. Et cette décision-là, c'est pas Kenny Williams qui l'a pris. Non, c'est sûr. Alors là, on a imposé le gérant. Là, imagine-toi la relation avec le DG puis le gérant, alors que tu sais qu'il est passé par son chum en haut. C'est sûr que ça allait être tout croche. C'est devenu tout croche, malheureusement. Et là, ben, on en subit les conséquences. Toujours est-il que là, on réalise que ça prend un département un peu plus sophistiqué de statistiques avancées. Tu sais, je suis pas le plus grand fan, mais je sais que ça en prend un département qui va nous aider à bâtir nos affaires. Alors, j'espère juste, Alain, que finalement, Jerry Reinsdorf, que j'aime pas pour plusieurs raisons, parce que c'est un anti-expo aussi, là. Mais pour dire que embauche quelqu'un de solide, puis donne-y carte blanche. Puis après ça, tu sais, va compter ton argent si tu veux, mais tu sais, donne, puis c'est cette personne-là qui va être redevable à toi, et non de dire, ben là, toute l'organisation, on est bon. Tu sais, va-t'en dans une direction, puis c'est pour ça que Buster Posey, j'avais pas l'embauche, parce que tu as parlé de sa popularité, de son charisme, de ce qu'il représente. Ça prend quelqu'un comme ça, selon moi, du côté des Cubs de Chicago, qui va s'entourer éventuellement d'hommes de baseball. C'est une belle organisation, les White Sox, mais là, au cours des dernières années, ça a été extrêmement difficile. Puis une autre preuve que chacun a un rôle à jouer. Puis lorsque tu es propriétaire, embauche la personne qui va t'aider, mais mêle-toi pas de ça. C'est là que je trouve qu'il y a un problème. Écoute, moi, ce que j'ai remarqué dans ce fameux communiqué-là, on a fait référence aux statistiques avancées. Et au deuxième étage, à plus d'une fois. Et tu sais, tu parlais de Tony La Russa, bon, on frappe dessus pas mal. Oui, il a sa part de responsabilité. Bon, ça vient d'en haut, on l'a embauché. Mais La Russa n'est pas le plus gros fan de ce genre de choses. Et moi, je me rappelle d'un livre qu'il a écrit. Je l'ai lu récemment seulement, mais ça a 20 ans qu'il a été écrit, qui s'appelle Three Nights in August, qui est un très bon livre. Et ça fait référence aux décisions que le gérant prend au cours d'une série de 3 matchs. Bon. Et tout ce qu'il y a derrière le processus décisionnel. Mais au fur et à mesure qu'on lit le livre, on se rend compte, c'est une réponse directe à Moneyball et une critique virulente du livre Moneyball. Tu comprends? Donc, La Russa arrive avec les White Sox de Chicago. Son idée n'a pas changé. Puis,
écoute, ça se peut que certaines personnes trouvent qu'on va trop loin, puis ça, on pourrait en discuter. Mais ce que je dis toujours dans ce qu'on a comme information, de faire fi de ces informations-là dans le monde d'aujourd'hui, tu tombes en arrière de 29 autres organisations dans le baseball majeur. Puis bon, au hockey, regarde, le Canadien, c'était ça. Là. Je veux dire, Marc Bergevin n'était pas un gros fan. On avait une personne à un moment donné, ce qui était carrément illogique. Regarde où ce Canadien s'est retrouvé. C'est la même chose dans tous les sports. À partir du moment où tu évolues, il faut que tu acceptes l'évolution. Il faut que tu acceptes qu'il y ait des nouvelles informations. Ce que tu fais avec, bon, ça, c'est une autre chose. Mais du côté de Tony La Russa, c'est certain qu'on a balayé de la main toute l'information qu'on avait. Écoute, moi, j'ai des connaissances. Et c'est comme ça qu'on va fonctionner. C'est parce que depuis la dernière fois que tu as géré, ça se peut que ça ait changé. Ben, c'est pour ça. Bon. Moi, je parlais de la relation avec les joueurs. Ouais. Toi, tu y vas encore plus loin avec ça. Ouais. Alors, c'est sûr que le mélange ne pouvait pas fonctionner. Ouais. Dans le baseball d'aujourd'hui, Alain, on a beau être pour ou contre les statistiques avancées, pour ou contre la vieille manière de faire. Je pense toujours que la place pour tout ça. Maintenant, quelle place tu veux... Mais il faut que tu en donnes de la place. Est-ce que c'est 50%? Est-ce que c'est 60%? Peu importe. Vas-y avec ton organisation, mais on serait fou de se passer de l'information. Moi-même, aujourd'hui, si j'avais l'information sur les lanceurs que je vais affronter comme on a aujourd'hui, donnez-moi-en l'information. Moi, on n'avait pas ces informations-là. On ne connaissait pas même nos propres informations. Moi, là, je ne connaissais pas, Alain, mon fameux exit velocity. Je ne sais pas. Peut-être que c'était vraiment mauvais. Je ne sais pas, on ne l'a jamais calculé. Mais si je l'avais su que, hey, sais-tu quoi, tu vas chercher une couple de 1000 à l'heure de plus, ça peut te donner. Peut-être que tu vas travailler dans ce sens-là. Fait que l'information, elle est là. Ce que tu le dis, ce que tu en fais, c'est propre à toi. Mais au moins, elle est disponible là. Et c'est ça. Et ce sera pour un autre balado, mais probablement que ce serait pertinent de parler avec un psychologue sportif pour dire oui, l'information est bonne, mais jusqu'à quel point. Tu sais, trop, c'est comme penser parfois. Puis je me rappelle d'Aaron Judge en fin de saison l'année passée, dire il faudrait peut-être faire attention à la façon dont on donne l'information. Alain, moi je vais te dire ainsi, c'est que chaque joueur est différent. Oui. Alors, tu peux parler à un joueur mécaniquement puis parler plein d'affaires, tu peux lui donner toute l'information. Chacun est différent, alors mais chacun doit comprendre à se connaître. L'important, c'est de lui offrir la possibilité d'avoir les informations ou d'avoir la qualité d'enseignement. J'aurais laissé Vladimir Guerrero père tranquille qu'appareil. Je pense pas. Lui, je pense pas qu'il aurait dérangé trop fort avec les statistiques avancées. Ben justement, il est différent des autres. Exact. Il va avec ça. Bon, c'est le temps de vous présenter l'horaire des matchs télévisés de la semaine, présenté par la Boutique des Fans. C'est votre boutique de cartes sportives et non sportives et d'objets de collection située à Hawkesbury, en plus de vous offrir des cartes Pokémon Magic the Gathering et des figurines Funko Pop, le site internet laboutiquedesfans.ca. Donc, les séries commencent. Ce qu'on peut vous confirmer, c'est dans notre cas, mardi et mercredi. On vous présente des matchs, c'est en après-midi, début d'après-midi, donc les deux matchs de Ligue américaine, 14h et 16h et 16h30 dans les deux matchs qui nous impliquent, c'est-à-dire Houston contre Détroit. Et Kansas City qui va affronter les Orioles de Baltimore. Pour jeudi, ce sera à suivre, évidemment, dépendant de l'évolution de la série première ronde. Quant à l'horaire de la deuxième série, évidemment, il y aura un autre balado d'ici là où on vous analysera, évidemment, la série qui va commencer ce mardi et on aura des prédictions de la série qui va suivre. Et juste vous dire, pour garder ça simple, RDS, on suit la Ligue américaine cette année. Donc, autant la première série que série division que série championnat jusqu'à la série mondiale. Mais on va vous présenter donc les équipes de la Ligue américaine cette année. Donc, ça commence les séries. Vos prédictions, on vous les attend. Donc, vos commentaires sur notre site internet ou encore sur notre page Facebook. On souhaite de très, très bonnes séries, tout le monde. On y sera là, moi et Marc, jusqu'à la fin de la série mondiale. À très bientôt. Balado compte complet vous a été présenté par Plan de match à Boucherville, fier partenaire de votre passion.